la, okay. Où la source, le nom de la source, c'est le petit nom qui n'est pas très sympathique de Gaia, qui est très long. Et donc, on fait Submit Query, pop. Et puis, est-ce qu'on a réussi là? Oui. Et puis, on regarde le résultat immédiatement. Et voilà, ça, c'est le résultat. Et puis, cette table Gaia-Vari Summary, ça donne différentes informations. On voit que la source n'a pas énormément de mesures, 37 mesures. Et puis, on va regarder à la fin de la table, donc il y a des statistiques. Et après, on regarde cette source, eh bien, elle a été classée, elle est dans la table classification, et puis elle se trouve aussi peut-être, elle se trouve comme binaire eclipse. Oh, c'est magnifique parce que c'est ce qu'on a vu dans Simbad. Alors, comment on fait pour voir qu'est-ce qui se passe dans la table de binaire eclipse? Alors, on regarde Eclipsing Binary, on prend le petit champ, ici, on le copie, et puis on regarde ce qui se passe ici, puis on va regarder, on va sélectionner tous les champs de la table Eclipsing Binary sur la source ID dont on a gardé le nom, on fait Submit Query, et bim, on a le résultat. Et on a la période ici, qui est donnée en fréquence. Voilà. On se souvient de ce petit nombre. Donc, est-ce que tout le monde arrive à faire ça? Là, tout va bien. Tout va bien. Bon, voilà, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit quand on a cette sélection d'une source? Ça peut être ici. On voit donc on peut avoir des informations, on peut en fait uploader des données, on peut downloader, on peut mettre le résultat de la query sur le cloud local, et puis on peut avoir c'est pour ça que je dis c'est important de s'enregistrer, parce que vous avez toutes les anciennes queries. Donc, vous faites des queries. Ce que vous faites peut-être ici, là, c'est vous mettez un petit titre, Eclipse Binary pour V356 bouts. Voilà. Et puis, toc. Et puis, comme ça, vous avez en mémoire ce que vous avez fait. Mais vous pouvez toujours regarder la query associée pour voir exactement ce que vous avez fait. Et maintenant, ce que vous avez ici, pour cette étoile, vous avez un petit, je ne sais pas comment, bon, un petit chaîne, et bim, ici, c'est les data links, et vous voyez que vous pouvez télécharger la photométrie pour cette étoile. Donc, c'est hyper simple, hein. Donc, vous avez le choix du format. Moi, j'aime bien le CSV parce qu'on peut voir un peu la table. Donc, ce que je fais, je save data. Hop. Voilà. Télécharger, on ouvre ici, hop. Et puis on voit époque photométrie. Moi, je le mets sur le tableau. Époque photométrie. Ah. Est-ce qu'il est parti? Je ne suis pas sûr. Ah oui, non, pardon. Replace, voilà. Alors, maintenant, on a l'époque photométrie. Donc, comme d'habitude, moi, je suis très pragmatique. J'ouvre toujours les fichiers, je regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit? On a la table ici avec la source ID qui est toujours la même, donc ça a l'air d'être bon. C'est la 4224. Après, il y a ce qu'on appelle le transit ID, la bande, G, BP et RP, le temps, la magnitude, le flux, l'erreur sur le flux, le rapport du flux sur l'erreur, et puis une série de flags. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut utiliser Topcat. Par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quel software, Python, R. Généralement, j'emploie R ou Topcat. Alors, donc, ici, là, il y a les 37 mesures, hein, c'est ça, Laurent, que tu avais identifié? Oui. OK. Et c'est 37 mesures par bande, en gros. Alors, des fois, il y a des mesures qui manquent.
Mais ici, il y a 37 mesures en bande G, 37 mesures en BP et 37 mesures en RP. Alors maintenant, je lance Top 4. Top 4, bim, est-ce qu'il est déjà lancé? Zut. Alors, ben, je vais le fermer, comme ça on part depuis le début, comme tout le monde. Voilà. Top 4, je trouve que c'est quand même un software qui est... non, zut. Qu'est-ce qu'il fait? Top. Voilà, Top 4, ici. Ah, top. Top 4, c'est très, je trouve extrêmement utile parce que on a eu cette approche où on va très vite au résultat. C'est un peu l'approche qui a fait le succès de Mayor et Queloz. C'est qu'on est au télescope. Alors, c'était déjà le cas avec Coravell. Alors, je n'ai jamais observé avec Coravell, mais on est au télescope, bim, on prend la mesure, bim, enfin, tout est fait avec le masque physique, là, et on avait une vitesse radiale. Et avec Coralie, par exemple, au Chili, c'est la même chose. Je trouvais ça très impressionnant. C'est un spectre échelle, donc c'est un peu compliqué. Mais on était en observation et il allait chercher les anciennes données. On avait la courbe de vitesse radiale et pop, on avait l'observation qui venait se rajouter quasi immédiatement. C'était vraiment c'est vraiment très impressionnant. Bon, ici, on va fermer ça. Alors là, maintenant, on a Top 4. C'est peut-être un peu petit. Hein. Je ne sais pas comment faire plus grand. On n'arrive pas à faire plus grand, malheureusement. Mais vous avez tout à gauche, vous avez Open a New Table, le petit icône tout par ici. Là. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, il faut choisir le format. Donc, on a dit qu'on avait du CSV. Donc, je choisis CSV. Puis après, System Browser. Et puis, on trouve le petit fichier. J'ai évidemment trop de fichiers ouverts. Je ne le vois pas. Ah si, époque photométrie. Bam. Voilà. Alors maintenant, on a les données qui sont chargées. Là, il y a toute une série de petites icônes en dessus. Là, on voit qu'on a Plane Plotting Window. On clique dessus. Hop. Voilà. Et puis, on a ça. J'en ai ouvert deux. Et puis ici, on prend le temps, time, et puis la magnitude. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ici, on peut augmenter un peu les points parce qu'on ne les voit pas bien. Donc, on peut les grossir. Alors, on va faire très grand. Voilà. Tac, comme ça. Est-ce que tout va bien? On va aussi... Oui, c'est bon. on va augmenter les fontes. Ici, on peut... Bon, voilà. Très bien. Alors là, évidemment, ce qu'on a fait, c'est que... Bon, on va juste faire un petit truc. Ici, en top 4, il y a une... je crois que c'est phase. Et puis, on met la période. Donc, je vais prendre cette période qu'on a trouvée avant. Non, ce n'est pas ici. C'était ici. Alors, hop, on prend la période. Et puis, on va dans top 4. Et puis, on fait... Ah, il n'a pas aimé parce que j'ai... Hop, 1 sur la période. Est-ce que ça marche? Et voilà, bim. Ah, oui, d'accord. Et là, on a la courbe. Alors bon, là, on voit qu'il ne connaît pas l'astronomie. On va intervertir les axes. On va dans coordonnées. On fait flip Y, pop. Alors, maintenant, les plus petits nombres sont en haut. Donc, c'est très bien. Et puis, peut-être, là, évidemment, on a ploté l'ensemble des données. Peut-être qu'on veut se concentrer seulement sur la bande G. Alors, dans Top 4, on aurait pu faire enfin, on peut faire plusieurs choses, mais par exemple, en Top 4, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une ellipse avec un rond rouge. C'est pour créer des sous-ensembles. Donc, on va créer le sous-ensemble
on rajoute un sous-ensemble, et puis on appelle ça bande G. Et puis, la colonne s'appelle bande, puis il faut dire que c'est la bande G. J'espère que ça fonctionne. Bim. Et voilà, on a la bande G. Alors, on va peut-être la mettre dans une autre couleur. Là, on a les sous-ensembles, et puis on plotte seulement la bande G. Et puis, on va prendre une couleur peut-être green. Hein. Voilà, hop. Et donc, on a la courbe lumière là, de bande G. Alors ça, vous l'avez, vous avez en bande G 10,5, même plus, parce que vous avez aussi le pencil beam, mais pour les variables, vous avez 10,5 millions de courbes lumière comme ça. Là, on voit qu'on n'a pas énormément de mesures, c'est un peu en dessous de la moyenne. Il y a des objets qui ont, là, sur l'ADR3, 250 mesures. Et puis, ce qu'on peut faire, on peut peut-être, si on clique ici, pop, là, on étend les limites. Voilà, donc ça, c'est un des petits exercices. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Je crois que c'est, bon, ça, c'est à la base, c'est très, enfin, je pense, important pour tout le monde qui fait de la photométrie, parce qu'il y a des chances, si votre variable est d'assez grande amplitude, si elle n'est quand même pas trop brillante, eh bien que vous ayez des données en différentes bandes de Gaïa. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? Oui. Ok, bon, mais c'est voilà, très parlant. Donc, voilà, sur n'importe quelle étoile, effectivement, que l'on a, voilà, on peut aller rechercher dans les données Gaïa et vérifier cette courbe de lumière. Voilà. Bien sûr, le nombre d'échantillons est variable suivant les étoiles. Hein. Voilà, le nombre est variable selon les 30 étoiles. et 50. Voilà, et ça peut monter jusqu'à 250. Hein. 250. Le point, c'est que c'est seulement ce qui a été mis accessible, c'est seulement les objets qu'on a classés ici comme variables avec une classification associée. Il y a des objets qui sont variables. Par exemple, on a des surprises. Dans la DR2, le prototype RR Lyrae n'y était pas. C'était très embarrassant, mais bon, c'est comme ça. Cette fois-ci, la chose embarrassante, c'est que le prototype de R Coronae Borealis n'y est pas. Pourtant, elle est variable. Hein. Les R Coronae Borealis, elles peuvent avoir des phases assez calmes, mais non, pendant la période de Gaïa, l'étoile R Coronae Borealis, elle était bien variable. Et donc, j'ai cherché pourquoi elle n'était pas là, et je crois que c'est suite à un bug que cette étoile n'est pas là. Donc, il y a toujours, ce n'est pas complet, mais dès la DR4, dès 2025, l'ensemble des étoiles, 2 milliards d'étoiles, seront accessibles comme ça. Donc, avec les séries temporelles, qu'elles soient variables, constantes, ou quel que soit son statut, que ce soit une étoile, un AGN, etc. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors je vais aller retourner à ma présentation. Elle est où, ma présentation? Elle est là. Voilà, donc là, j'ai marqué un peu, j'ai préparé dans le cas où il y a l'effet démo. Donc, il y a les différentes étapes. C'est ce qu'on a fait, en fait, en gros. Je crois que j'ai tout, on voit ça, le data link, tac. Les données, on visualise les données, on a les données comme ça, pop, les points, rechercher dans la... C'est super. Toutes les planches, tu me les enverras, on les mettra également accessibles là pour tous les participants. C'est très bien. Alors maintenant, si on a plusieurs sources, par exemple, hein, donc ici, on peut faire, par exemple, les Pléiades, Mélote 22. Alors, on peut prendre un rayon, voilà, et puis on va faire la query, on show query, et là, on voit que la query qui est faite, elle est limitée à 500.
c'est quand on fait ça, donc pop, il faut enlever le 500 parce qu'on veut beaucoup plus de données, puis on fait Submit Query. Et puis là, on voit qu'on a 176 629 étoiles. Alors, je ne sais pas si les gens veulent faire ça. Est-ce que je peux le faire en parallèle, mais ou on peut aller assez vite et je montre un peu enfin, comment ça se passe. Donc là, les choses. Oui. Donc, on a les Pléiades, tout le monde connaît ça. Et puis, une fois qu'on a téléchargé avec Topcat, on peut aller sur la petite icône où on a une projection de la voûte céleste. Et puis, on a les données comme ça. Donc, évidemment, là, on a les données des Pléiades, mais on a aussi les étoiles du champ. Et puis, bon, on ne peut pas dire que c'est très visible, hein, les Pléiades. Alors, la question, c'est comment on sélectionne. Là, j'ai repris une présentation que j'ai donnée à des étudiants. Donc, il y a comment on peut sélectionner les étoiles. Il y a évidemment au travers de la distance, mais aussi des mouvements propres, hein. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On regarde, on prend de nouveau la petite icône où on a un plot à 2D. Et puis, on met ici le mouvement propre en ascension droite et le mouvement propre en déclinaison. Et on voit les étoiles du champ et le petit clump des Pléiades qui sort de ce côté-là. Hein? Alors après, avec Topcat, c'est la méthode Quick and Dirty, donc rapide et sale. Je ne sais pas comment on traduit. Et puis, on peut cliquer sur ces petites choses et puis sélectionner à la main l'endroit où on aimerait avoir des étoiles. Donc ça, c'est la sélection. Et puis, on voit les étoiles ici des Pléiades en bleu par rapport aux étoiles du champ. Donc après, on peut faire un diagramme couleur-magnitude où on a, donc c'est la magnitude apparente, on a le BP moins RP, c'est un des champs qui existe dans la table qui a été téléchargé immédiatement, et puis on prend la moyenne, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit ici les étoiles du champ et on voit la petite ligne de l'amas des Pléiades. Alors, on sélectionne ce qu'on a sélectionné en bleu avec donc ici, c'est toutes les étoiles. Ça, c'est ce qu'on a sélectionné juste par les mouvements propres, qui reproduit bien la petite ligne. Après, comme j'ai dit, il faut faire un flip. Retourner. Voilà, retourner. On clique là. Et puis, hop, on fait un rescaling pour ajuster. Et là, on a l'amas des Pléiades. On voit, par exemple, les étoiles binaires qui sont là, hein, à 0,7 en plus. Un poil au-dessus de Voilà, de la séquence, bon, la séquence principale. La séquence principale. Et puis là, je ne sais plus, ça, c'est des détails de formatage. Je vais passer. Et puis, on peut sélectionner le résultat. Ah oui, alors ce que je n'ai pas montré, ah quel dommage. Ce que je n'ai pas montré là, c'est qu'on peut regarder on peut faire un histogramme des parallaxes. Et on trouve la parallaxe moyenne. Ce qui est complètement incroyable, c'est que des gens ont dédié une thèse entière, plusieurs années, à faire ce travail. Et maintenant, n'importe quel étudiant, en 5 minutes, peut-être pas 5 minutes, mais 10 minutes, comptons large, 15 minutes, arrive à déterminer la distance des Pléiades. Donc on voit là vraiment que grâce au développement technologique, à l'informatique, à Gaïa, on bat des records. Enfin, c'est assez impensable que le travail, enfin, quand je le fais en direct, ça, en 15 minutes, on résout ce problème. Avant, c'était des gens qui passaient des thèses entières et le résultat n'était pas forcément très bon. Donc, c'est très impressionnant. Alors, est-ce que les gens l'ont fait en ligne, ça?
Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire? C'est bon, Laurent. Vas-y, continue. Et puis, de toute façon, voilà, on enregistre toute la séquence. Et comme ça, les participants pourront refaire au ralenti l'enchaînement des fonctions. Alors, je vais aussi rajouter, là, je vois que j'ai raté la partie sur la distance. Et c'est quand même intéressant parce qu'en top 4, on a on peut avoir des statistiques. Et donc, on peut directement avoir si on veut, la distance moyenne des Pléiades. Voilà. Et puis ça, on peut le faire à plusieurs amas. Ce qui est arrivé quand il y a eu je ne sais plus si c'est la DR2 ou les DR3, dès que c'est sorti, je me disais, est-ce qu'on arrive à déterminer la distance d'amas globulaire? Et donc, j'ai fait ce petit exercice et ça a fonctionné. Et puis, j'ai réussi à déterminer la distance d'un amas globulaire. Ça peut fonctionner à assez grande distance. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est cette histoire de projet de sciences citoyennes. Ça, j'avais montré hier le petit film où on a les étoiles qui varient. On fait un film des étoiles qui varient dans le diagramme HR. Ça, c'est le diagramme statique. J'appelle le diagramme de Pollock. Ça me fait penser à des peintures de Pollock. Et donc, chaque étoile ici est liée par des traits. Donc, ça, c'est une étoile. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est, on voit, il y a 3 couleurs, en gros, mais ça donne une direction. Là, on a brun, rouge et puis peut-être orange. Donc, ça, c'est 3 étoiles. Ici, on a, par exemple, 2 étoiles, en brun et en bleu. Et donc, on a ces caractéristiques de variabilité où on voit, par exemple, pour les étoiles BE, les d'hier, plus brillant et plus rouge. Par contre, pour les pulsantes, que ce soit les céphéides, les périodes, les LPV, les céphéides de type 2, les RR Lyrae, toutes ces étoiles pulsantes, plus l'étoile devient brillante, plus l'étoile devient bleue. On voit que la pente pour les binaires éclipses ici, elle est assez verticale. Ça veut dire que globalement, c'est les types EW, par exemple, eh bien, il n'y a pas vraiment de changement de couleur, mais la luminosité change, donc on aura un mouvement vertical. On a aussi des étoiles cataclysmiques, là où ça part vers la gauche, où tout d'un coup, il y a un événement où le flux en U et en B devient extrêmement grand, donc l'étoile devient beaucoup plus bleue. Et puis, on a des étoiles, on ne le voit pas très bien, mais c'est assez curieux. Voilà, on n'en a pas mis beaucoup, mais parce que les amplitudes sont petites, mais les étoiles AP, certaines étoiles AP, globalement en bande G, dans une grande bande, elles sont plutôt horizontales, elles ont un mouvement plutôt horizontal, et il y a des changements dans le BP et RP. C'est dû aux effets de blocking des raies, des taches métalliques, et puis un effet de backwarming. Donc, on bloque dans le bleu, puis on remet dans le rouge. Mais globalement, dans une bande très large comme G, ça ne change pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que dans Hipparcos et aussi dans Gaïa, on rate beaucoup d'étoiles AP. Parce que dans la grande bande, elles ne sont pas considérées comme variables. Donc, on a 10,5 millions de sources. Comme je l'ai dit hier, on utilise des méthodes d'intelligence artificielle. Et là, on fait cette demande aux sciences citoyennes. Et puis, c'est une collaboration entre l'ESA. Là, on a été payé par l'Agence spatiale européenne. Et puis, il y a une entreprise et l'Université de Genève, une autre entreprise. Et la plateforme qui a été utilisée, c'est Zooniverse. Là, j'ai regardé, je crois qu'on a… on peut y aller directement, donc on va faire ce petit exercice. Alors, on prend voilà, hop. C'est cette page que je vais essayer de faire plus grande. Alors maintenant, c'est… Voilà.
Alors ça, c'est Zooniverse, donc il faut vous enregistrer là aussi, ça c'est beaucoup mieux. Et puis, on voit qu'on a eu enfin, 850 participants, il y a 200 000 classifications qui étaient faites, et puis là, c'était ce cycle 1 où il y a 10 000 objets. Et puis, donc, il y a un tutoriel, mais on va directement partir, get started, pop, et puis donc on voit ici le premier cycle de classification est fini, mais on va quand même en faire quelques-unes. Alors évidemment, probablement celles qui restent ne sont pas les plus intéressantes. Ici, probablement, c'est donc on voit les différents panneaux. On a la série temporelle. Ici, on a le repliement en phase avec une certaine période. On a le diagramme HR avec le mouvement dans le diagramme HR de l'étoile considérée. Et il y a la position en 2D, vue de dessus et vue par la tranche, d'où est l'étoile. On a pris cette image très connue de Hort, je crois. Et là, c'est pas tout à fait. Moi, j'ai fait quand j'étais écolier de la géométrie descriptive. On n'est pas très loin de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Mais ça permet de voir où est cette étoile. Et donc, dans ce cas-là, j'espère que on a. Alors, est-ce que tout le monde s'est connecté là? Donc là aussi, Oui, c'est bien. C'est bon, continue Laurent. C'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit, c'est probablement une étoile jeune, un YSO, et puis là, on voit que ce n'est pas là, et donc on fait ça, et on fait, alors on peut faire Done, je vais faire Done cette fois-ci, et voilà, on passe à l'étoile suivante. Ici, il y a quelque chose de très particulier, j'avais pas vu, là, on voit qu'on a une grande dispersion, et hop, on monte en magnitude, et donc là, c'est None of the above, et puis on peut faire Done and Talk. Alors, on voit que là, il y a différentes personnes qui ont classé comme YSO. Donc là, on voit que la communauté, elle a fait une classification qui n'était pas demandée. Et on voit qu'un peu tout le monde est d'accord. Et puis après, ce qu'on peut faire, on peut aller voir ici sur l'information. On voit que nous, on l'a classé comme YSO. Et puis, on a les différentes informations. On peut aussi aller sur la position du ciel, ici. Hop. Alors, c'est Gaia Sky, Science, et bim, on a l'étoile ici. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, si on suspecte que c'est une supernova, alors on peut voir s'il y a une galaxie. Voilà. Et puis, on peut retourner à Classify. Donc, on va en faire quelques-unes. Ah, voilà. Ça, c'est une binaire eclipse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a la série temporelle. On a quelques points en bas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4, en gros. Et puis là, bon, la période, elle paraît pas très bonne. 1,8, j'y crois pas. On voit qu'elle est plutôt dans le plan galactique. Et puis, on va donner une binaire eclipse. Puis, on va faire Done and Talk. Puis, on verra si les gens... Il n'y a personne qui a fait des commentaires. Ici, on peut regarder que dans le cadre de Gaïa, on l'a classé comme binaire eclipse. J'espère là, on va repartir. J'espère qu'on aura une belle étoile la prochaine. Oula, ça c'est un cas compliqué. C'est peut-être aussi un YSO, mais je ne suis pas très sûr. Donc, on fait None of the above. On voit qu'on a une période de 5 jours. Là, les 5 jours, ça paraît à peu près réaliste. On est aussi dans le plan. On regarde ici YSO. Qu'est-ce qu'on voit? If you want, suggest YSO. Donc, tout le monde l'a mis en YSO. On voit qu'il y a plein de commentaires. Hop, on continue. On classe. Ah, voilà, une binaire eclipse avec une période qui est probablement fausse par un facteur 2. On voit les données couleur magnitude. Donc ici, on a le diagramme HR, la position, et puis
un agrandissement de la région. Là, on voit que elle n'est pas très propre, l'étoile. Et puis, donc ça, c'est une binaire éclipse. J'aimerais bien tomber sur une pulsante, mais on fait done and talk, on regarde ce que les gens ont fait. Wrong period, donc là, les gens ont bien identifié, c'est bien une binaire éclipse, et tout est cohérent. Bim. J'espère qu'on tombera sur… Donc ça, c'est l'effet démo, on ne tombe pas sur les choses les plus intéressantes. Donc ça, c'est rien. On va essayer de tomber sur quelque chose d'intéressant. C'est un peu embarrassant. Ici, notre binaire éclipse, pardon. On va faire attaque. Ça, je ne sais pas très bien. C'est non in the above. Mais on va essayer de trouver. Ça, c'est une binaire éclipse. Une autre binaire éclipse. Pop avec une fausse période. Est-ce que ça, c'est de nouveau un de ces objets à 5 jours de nouveau? C'est assez étonnant. Done. J'aimerais bien tomber sur une céphéide. Alors, on y va. Ça, c'est non of the above. Il n'y a que des crapis, là, je suis désolé. Encore neuf. Ça, c'est tout des YSO. Hein. Ça, c'est une binaire éclipse magnifique, mais avec une mauvaise période. Alors, pourquoi il n'y a pas de… Normalement, c'est parce que globalement, toutes les binaires, toutes les céphéides et les RR ont reçu 20 classifications et même plus, tandis que ces objets, ils ont eu plus de problèmes et donc c'est pour ça qu'ils apparaissent maintenant. On devrait bien tomber quand même sur une… Ah voilà, magnifique, là, 3 jours. Regardez-moi cette courbe lumière, là. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'on a un comportement vraiment plus lumineux, plus bleu. Alors, par exemple, ça, moi, je dirais, je vais mettre un petit commentaire, YSO, puis je vais mettre un petit commentaire parce que je conserve ces objets interesting. Ça, c'est des objets qu'on sélectionne après quand je marque interesting, et puis après, on les regarde en détail, on regarde la littérature. Ce qui arrive aussi, c'est que les gens, des fois, regardent la littérature. Hein. Alors, none of the above, on n'a vraiment pas de chance ici. Il devrait bien avoir. Ça, c'est une binaire éclipse, vous voyez, avec une période qui est mauvaise. Donc, on n'a que les cas crapis, je suis désolé. Alors, peut-être on peut reprendre la présentation. Là, normalement, ils sont assez fréquents. Et donc là, c'est des cas que je regardais. Et donc, par exemple, une des choses très amusantes que j'ai vues, c'est que souvent, quand on prend ce diagramme ici, en cette boucle, quand on a des céphéides de type 2, alors la boucle semble assez ouverte, alors que si on a une céphéide de type 1 dans le plan galactique, une céphéide classique, les boucles sont moins ouvertes. Et donc ça, c'est une chose, j'étais assez curieux. Et j'en ai parlé là à nos collègues spécialistes des céphéides et ils n'étaient pas très sûrs. Donc j'espère qu'ils vont réagir. Ici aussi, ce qu'on voit, c'est que l'étoile, elle est peut-être un peu en dessous du plan, mais elle a des chances de traverser un bras galactique. Et donc la position réelle de l'étoile, elle est plutôt par ici parce qu'elle est rougie et il y a de l'extinction. Okay, voilà. Et puis là, on a l'exemple d'une RRLS, ce que j'aurais bien voulu trouver, c'est ce que j'ai montré hier. Alors, de nouveau, on a la série temporelle. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un gradient de couleur pour savoir s'il n'y a pas un problème dans le repliement en phase où tout d'un coup, on regroupe juste quelques points qui sont d'une seule couleur et qui donnent le signal. Et ici, on a la RR Lyrae avec un demi-jour de période. Donc, c'est un type de Bailey AB très clair. On voit ici, tout est cohérent. Elle est en dessus du plan galactique, donc c'est bien une étoile de type 2. Et on a une courbe typique où on a un petit effet là du plateau qui se trouve là, et on a cette plus bleu, plus rouge. Voilà, j'avais donné là la binaire éclipse hier, et puis aussi cet objet intéressant.
Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était un peu plus rapide que prévu. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, très bien. Oui, j'aurais une question. Oui. C'est Pierre. Oui, je l'avais posée à Thierry, il m'a conseillé de vous la poser. Donc, ça concerne la métallicité photométrique. Hein, qui est, donc, on donne beaucoup d'informations, notamment le paramètre Phi3.1 qui permet d'arriver à la métallicité. Oui. Donc, j'ai commencé à voir ce problème avec les données de Kepler, qui, il me semble, sur ce sujet, donnent les données les plus, avec le moins d'incertitude. Oui. Et alors, j'ai été étonné, par exemple, bon, j'ai un cas, alors c'est peut-être un cas particulier, quoi, mais il y a une étoile de Kepler, c'est NR-Lyr, où tout le monde s'accorde à dire que le fameux paramètre 3.1, là, il est autour de 5, alors que Gaïa l'affiche à 1,7. Alors là, il faudrait regarder en détail. Là, j'ai sorti l'image of the week qu'on a fait sur les Cepheid et les RR-Lyrae. Donc, je vais faire une petite digression là où on a donc les trois bandes BP, G et RP, là pour les étoiles RR-Lyrae. Et puis, on a aussi pour près de 2000 vitesse radiale qu'on peut aussi télécharger. Hein. Donc, par la même manière dont on peut télécharger la photométrie, on peut télécharger les vitesses radiales, les séries temporelles des vitesses radiales pour ces étoiles, pour celles qui ont dans l'archive les vitesses radiales. Alors là, ce qu'on voit, c'est justement la courbe en G. Et puis, grâce à ce truc de décomposition de Fourier, on peut faire par étoile la détermination de la métallicité. Et donc ici, il y a 134 000 RR-Lyrae et on voit la projection en métallicité où on a le petit nuage de Magellan qui est plus métal déficient que le grand nuage de Magellan et que le reste, par exemple, que les étoiles du bulbe. Donc, ça a l'air de fonctionner en gros. Évidemment, ces données doivent être calibrées et j'imagine ça dépend un peu des filtres. Donc là, il y a un ajustement pour la bande G. Et puis, ce qui peut arriver, c'est que la contrainte qu'on a pour cette étoile, elle n'est peut-être pas optimale pour Gaïa. Donc, donnez-moi le nom de la petite étoile, là, on va regarder. C'est NR-Lyr. Alors, on va dans l'archive, on reprend, donc je suis connecté. Vous voyez, NR-Lyr. Voilà, sévère, donc c'est bon, submit query, bim. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Pop, 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 pop. Elle est variable. Donc, on a son petit nom de source ID. On fait exactement ce que j'ai fait avant, select étoile from. Alors, where, on va directement prendre where, source ID égale PIM. Et puis, on prend variable, et puis on va regarder ici, donc c'est une RR-Lyrae. Alors, peut-être déjà le vary summary dans un premier temps. Donc, on va voir combien il y a de mesures. Hop, on soumet la query. On dit peut-être, on vous avait dit le nom RLIR. Non, NR-Lyr. Pardon. Change. Voilà, pop. Et on regarde le résultat. On voit qu'il y a 44 mesures. Donc, 44 mesures, vous voyez, si vous avez les données de Kepler, il y a une petite différence. Oui, il y a une différence. Et puis, la précision photométrique, évidemment, n'est pas la même. Hein. On arrive avec Gaïa
ouais, à la millimanitude, si on veut, dans des bonnes conditions. Globalement, on a 10 millions de variables d'assez grande amplitude, tandis que dans Kepler, c'est petit, hein, l'échantillon. Donc, alors maintenant, après, on peut regarder ici, on regarde ce que la table sur les RR Lyrae donne. Bim, on fait ça, et puis on regarde le résultat. Et puis on a, qu'est-ce qu'on a? L'époque, voilà, l'époque des pic to pic, 1,7, la métallicité. Ah bah tiens, la métallicité, elle n'est pas donnée ici, c'est curieux. Donc, il y a probablement une raison. Donc, on a un paramètre mais on voit que la métallicité n'a pas été dérivée pour cette étoile. Donc, ça veut Oui, dire on a vu phi 3.1 quand même, à droite. oui, Là. le phi 3, oui. Voilà. Oui, mais vous voyez, là, le phi 3, il est là, mais la métallicité n'a pas été déterminée. Ça veut dire que probablement, il y a un critère de sélection qui n'a pas convergé et les gens se sont dit, bon, on va pas donner ça. Et donc, ces calibrations sont faites aussi, c'est par il y a des simulations qui sont faites pour les RR Lyrae, pour les Céphéides, je crois que ça marche moins bien, mais pour les RR Lyrae, il y a des calibrations, si on veut, enfin, comportement théorique, et puis après, c'est calibré en fonction de la bande G. Alors, je pense que la bande G, la bande de Kepler, ce n'est pas tout à fait ça. Vous dites que vous avez quelle valeur pour cette NR Ben, c'est Nemec, là, en 2013, il a donné la valeur de 5,1. Mais cette valeur, on la retrouve dans une mesure faite au sol et aussi dans l'analyse du survey ASAS. Et ASAS, Oui. c'était 4,9 et au sol, c'était 4,94. Et en général, les phi 3.1, c'est entre 4 et 5, donc c'est hautement improbable, quoi. 1,7, c'est pas probable, quoi. Ah oui, C'est bah, suspect. c'est parce que probablement le fit n'était pas très bon, et c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé, là, le groupe qui a fait ça, de ne pas donner une estimation de la métallicité. J'imagine que ça doit être ça. Alors évidemment, ce qui arrive, vous voyez là, c'est qu'on a, c'est combien d'RR Lyrae? Je me souviens plus de 100 000, 300 000. On a 2 millions de binaire eclipse, 2 millions de LPV. Donc, quand on est, c'est des fois ce que je dis, c'est qu'en médecine, on prend la marge à 5%. Si on prend la marge à 5% quand on a, je sais pas, 1 million d'objets, ça fait beaucoup d'objets qui sortent des bêtises. Et donc là, on voit le 44 mesures, c'est pas top. Et puis, des fois, les solutions ne convergent pas. Quand vous faites un fit d'une série de Fourier, vous avez toujours ce problème de ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs, où quand vous avez en bordure, par exemple, quand vous avez des données qui ne sont pas uniformément réparties, ce qui peut arriver, c'est que vous avez des oscillations qui se produisent. Je crois que le groupe qui s'occupe des Céphéides et des RR Lyrae n'emploie pas, par exemple, ce qu'on appelle les facteurs de Lange-Chaud, qui permettent de diminuer le fait que ces paramètres deviennent un peu fous, quoi. Enfin, donc, ils n'utilisent pas ça. Mais donc là, ce qu'il faudrait faire maintenant, hein, on ne va pas le faire en ligne, mais si vous allez là, après ce que vous pouvez faire, on a cette étoile, bam, vous avez l'époque photométrie, donc vous downloadez voilà, vous téléchargez, puis vous commencez à regarder comment ça se répartit en phases, est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il y a eu un problème dans l'ajustement. Ces ajustements, généralement, ce sont… alors maintenant, j'ai un petit doute, mais il est fort probable que ce soit un ajustement non linéaire parce qu'on relâche la contrainte de la période, et puis ça peut partir vers des mauvaises solutions. Donc, vous trouverez beaucoup, pas une, mais vous en trouverez probablement des milliers qui ont des boulettes. Parce qu'on a tellement d'étoiles, voilà, bon, ben, c'est comme ça. Il faut attendre peut-être une prochaine release pour avoir ce paramètre.
Voilà, donc pour la prochaine data release, on doublera le nombre de mesures, on en aura 80 et il y a des chances que cette valeur, cette étoile soit mieux contrainte. Oui, tout à fait. Mais Laurent, bien sûr, donc on l'avait évoqué à la fin de ta présentation hier. Donc, au-delà voilà, de cette exploitation là, des archives Gaïa, est-ce que quelque part vous générez donc un fichier des étoiles qui posent problème et qui pourrait justifier voilà, un suivi photométrique, voilà, avec, comme tu le disais, peut-être un meilleur échantillonnage ou lever des voilà, ambiguïtés et faire un suivi avec un télescope ou que les amateurs se mobilisent? Oui, donc là, ce que j'ai dit, c'est qu'on est en train d'analyser ce premier cycle de ce projet de sciences citoyennes et on produira une liste d'objets qui pourraient être suivis, qui seraient intéressants. On peut d'ailleurs y ajouter la liste des candidats exoplanètes. Ça pourrait être intéressant, simplement par photométrie, voir si le petit dip qui est quand même pas si petit, là, on a pris quand même une marge. Donc, ça veut dire pour des amateurs, là, il y a des amateurs qui ont une précision photométrique suffisante. Donc, on va donner ces informations et puis aussi toute une série d'objets qui sont intéressants, dont on ne connaît pas la nature. Et donc là, j'imagine le ProAm a un réseau qui permet de fournir aux amateurs. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel voilà, tu peux nous proposer ou une sélection d'objets, et puis on peut le mettre, par exemple, voilà, sur le site web Gemini et mobiliser des amateurs en leur proposant voilà, des étoiles à suivre. D'accord. Donc là, moi, bon, ce que je pourrais faire, c'est dans l'immédiat sortir, par exemple, ces transits exoplanétaires. Ça, ce serait très facile. Simplement pour la liste tirée du projet de sciences citoyennes, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire ça avant les vacances. Mais peut-être que… Mais donc, ça veut dire, je t'écris et je t'envoie la liste. Ça pourrait… Oui, voilà. Et puis voilà, dans le compte rendu, là, dans les actes, les proceedings, on peut très bien dire voilà une des actions à suivre pour cet automne ou cet hiver. Hein, que tu sortes, et puis on peut commencer petit, dire voilà une dizaine d'objets distribués en ascension droite pour effectivement se dire que voilà, quel que soit le mois, on a dans la dizaine, la douzaine d'objets des cibles sur lesquelles les amateurs pourraient faire un suivi. Et éventuellement, si ça a du sens pour toi, que ce suivi soit fait avec les filtres Gaïa. Hein, toi, pour donner des mesures qu'on puisse raccorder directement aux données issues voilà, de ces archives de Gaïa. Voilà, par exemple, un des points, je l'ai mentionné, un des points qui serait très intéressant avec ce film, c'est de voir si effectivement, pour cette classification des céphéides en type 1 ou type 2, hein, donc les céphéides de type 1, c'est les céphéides classiques comme delta céphéi, qui se trouvent dans le plan galactique, qui sont jeunes, qui obéissent à une relation période-luminosité. Si dans les filtres G, enfin BPRP, la variation fait que la boucle est petite, alors que pour les céphéides de type 2, donc qui sont des étoiles plus vieilles, qui sont dans le halo de la Voie lactée, la boucle est grande. Ça, visiblement, c'était quelque chose qui n'était pas connu. Je suis assez surpris. Ça pourrait être quelque chose. Et puis, comme les céphéides sont généralement des objets brillants, donc ça pourrait être assez drôle de suivre quelques étoiles comme ça et de voir si cette classification fonctionne. Mais je dirais, là, il y aura une liste, oui, enfin, ce sera, on peut, oui, non, mais c'est très bien. Bon, on va commencer peut-être avec une trentaine d'objets, 40 objets, et puis voir si tout fonctionne. Alors là, le point, c'est est-ce que les amateurs font leur réduction photométrique ou…
Ben, on en parle juste après Michel. Marc Serrault va montrer comment on fait les réductions photométriques avec les données de Gaïa. Et Donc, avec ça, les c'est filtres. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose de très, très bien et très utile parce que ça permet de comparer et aussi toutes ces propriétés de variation de couleur, de comment la couleur change en fonction du cycle. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous informe sur la nature physique de la variabilité. Ce que beaucoup de projets n'ont pas quand on va sur Azas, Azas SN, même sur Ogle, tous ces projets, généralement, principalement, ils ont une bande. ZTF a plusieurs bandes, mais c'est à des temps différents, donc c'est un peu plus compliqué à traiter. Et puis LSST, par exemple, aura des mesures à des temps différents. Et ça complique quand même l'analyse des données. Là, le fait, si possible, de prendre un peu simultané des données dans ces filtres, c'est quelque chose qui facilite l'interprétation. Est-ce qu'une nuit, c'est suffisant? Bah, oui, enfin, tout dépend du temps de la constante de temps de l'objet, mais si on fait des mesures voilà, à 10 minutes d'intervalle ou dans la même heure sur les 3 bandes, c'est très bien. Voilà, si on a une LPV, là, on peut même prendre plusieurs nuits d'intervalle, mais si on a une RR Liré à un demi-jour de période, là, il faut plutôt centrer les données. Et donc là ça, oui, donc ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, je pourrais produire les données. J'y ai pensé, mais après, le temps m'a manqué, entre hier et aujourd'hui, de produire la liste des transits. Peut-être les gens peuvent se rendre compte si c'est atteignable pour eux. Ce serait assez. On a 39 étoiles. Donc ça, ce serait quand même bien. Demain matin, voilà, avec Anaël Wunsch, on fait une session transit d'exoplanètes. Et Anaël, tu le sais peut-être, est le point focal ExoClock en France. Donc, il est. Voilà. Très bien. On fait ça demain matin. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci, Laurent. C'est super. Un nouveau projet. Ça vous, enfin, vous voyez un peu, je pensais que extraire les données, oui, il y a peut-être un point. Des fois, je suis un peu agacé parce que quand je regarde la littérature, donc si j'étais devenu un astronome vieux et grincheux, je passerais mon temps à prendre des articles de la littérature où tout d'un coup, on voit, il y a une publication et on voit que les données de Gaïa aident et les gens ont ignoré les données de Gaïa. Donc, je ferai des séries de publications, probablement une tous les mois, où je montrerai que Gaïa est utile et que les gens ignorent. Et donc, alors moi, il y a beaucoup d'autres choses plus intéressantes à faire. Mais donc, regardez systématiquement les données, est-ce que cette étoile est dans les données? Et puis, on a cet avantage avec Gaïa d'avoir ces différentes bandes et le comportement en couleur, qui est quelque chose d'extrêmement utile. C'est un peu mon... Et donc, ce qu'il faut voir, c'est cette complémentarité. Gaïa, il a une loi de balayage donné, ce n'est pas très dense, ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage, par exemple, d'un télescope à un institut ou appartenant à une personne, c'est qu'on peut optimiser l'échantillonnage. Et ça, c'est une force extraordinaire, si on veut, qu'on n'a pas avec Gaïa ou qu'on n'a pas avec LSST, on n'a pas ça avec ZTF. Voilà, là, je te confirme qu'il y a plusieurs personnes dans la salle, voilà, qui peuvent consacrer leur télescope quelques nuits, une semaine, avec des échantillonnages qui vont bien pour faire déjà des courbes de rotation, des courbes de lumière sur des astéroïdes. Et là, ce que tu nous expliques, c'est on est dedans et avec les filtres Gaïa, on se raccroche à cette base de données. C'est super. Très bien. Merci Laurent. Et on donne la parole à Michel Denfeld.